nous rejoindre pour ce webinaire sur la gestion de la crise sanitaire en Chine, avec le témoignage de 2 centraliens sur le terrain, pour le dire. Nous allons être ensemble jusqu'à 14 heures. Je suis Frédéric Micheletti, avec André Huon et Pascal Lefranc. Nous sommes en charge des groupes internationaux pour Centrale Supélec Alumni. Ce webinaire a été préparé et coordonné par notre équipe de Permatian, et je tiens à remercier en particulier Elisabeth Francisco, qui est ici en ligne, Jacqueline Padelou et Alicia Conejo, ainsi que Yolande Ricard, qui est aussi sur cette avec nous sur le web. On a été aussi, nous avons reçu le soutien aussi de nos représentants locaux, notamment Franck Bellim à Hong Kong, ainsi que Philippe Fourneau et Ping Xingping pour la Chine. Voilà. Alors, comment ça va se poursuivre pour le moment? Vous êtes tous en mute, et dans la première partie, on va faire l'interview de nos témoins, et ensuite, pour la deuxième partie, on vous donnera la parole, soit dans le chat, soit en direct, pour que vous puissiez aussi vous exprimer. Lorsque l'épidémie de coronavirus a atteint son apogée à Wuhan fin janvier, la Chine a fait face à une grave pénurie d'équipements et de protection individuelle et de lits pour soigner le nombre croissant de citoyens nécessitant un traitement. En conséquence, Wuhan a finalement été fermée à partir du 23 janvier, et tandis que les autres villes chinoises mettaient en place des mesures très strictes de quarantaine. La fin du mois de mars a vu l'activité normale reprendre dans toutes les villes chinoises, et Wuhan a complètement levé la quarantaine dès le 7 avril. Au moment où le reste du monde fait face à cette épidémie, nous souhaitons nous intéresser à la manière dont la Chine a géré cette crise sans précédent, et comment elle a facilité le retour au travail de ses citoyens à travers le témoignage de 2 centraliens qui ont observé la crise depuis la France et la Chine. Beaucoup de questions se posent à nous, et nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de notre discussion. Quelles solutions d'innovation technologique et numérique pour faire face à la crise? Quelles nouvelles formes de travail pendant la période de confinement, leur impact et après? Et quels sont les exemples de mobilisation de l'ensemble de la société civile? Alors, je vous propose nos 2 invités du jour, et nous aurons l'occasion de prendre vos questions, soit dans le chat de discussion, soit en direct après leur témoignage. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Cyril, bonjour Zhangfeng. Alors, nous avons depuis Bordeaux Zhang Jungwang. Alors, Zhang Jung, ingénieur brevet chez Ipside, issu de la première promotion de l'école centrale de Pékin en 2005. Bienvenue parmi nous. Et nous sommes aussi avec Cyril Champagne, actuellement en Chine, si je ne me trompe pas. Cyril est diplômé de l'école centrale de Lille, promotion 2003, et a réalisé un DEA en génie de système industriel à Centrale Paris. Cyril commence ensuite sa carrière en Chine dans le secteur de la qualité et crée en 2012 la société Responsabilitas, qui réalise des audits sociaux et environnementaux pour le secteur de l'industrie et du luxe. Entre autres, il organise des Learning Expeditions vers la Chine avec l'Institut des hautes études pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Alors, je me tourne d'abord vers toi, Zhang Jun. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton métier et quelle est ton entreprise? Merci Frédéric, merci. Ben, je suis ravi de partager les témoignages avec les centraliens, les alumni. En fait, pour être plus précis, je vais d'abord dire que je suis actuellement à Bordeaux. Mhm. Et d'ailleurs, j'ai témoigné la première moitié de la crise en Chine parce que c'était un déplacement en Chine. Concrètement, je suis rentré en Chine le 12 janvier avec un autre collègue pour les visites avec nos clients locaux. Et après, le collègue français, il est rentré après le déplacement, moi, pour mes congés. Mais après, comme vous savez, c'est pas forcément le congé après. Et, et maintenant, je suis à Bordeaux, je suis rentré le 6 février et je suis ingénieur brevet à IPSAD, comme vous avez présenté, Mhm. à Bordeaux. Et donc, quel est le domaine d'activité de Ipside? Plutôt
donner les conseils aux inventeurs ou aux entreprises pour protéger leurs propriétés industrielles, par exemple les brevets, les marques, les droits d'auteur, voilà. Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Et quant à toi, Cyril, est-ce que tu pourrais nous dire deux mots sur ton métier et aussi sur ton entreprise et le lien avec la Chine, bien sûr. Alors, moi, je suis basé à Shanghai. J'ai fondé il y a quelques années une société qui s'appelle Responsabilitas et on réalise des audits sociaux et environnementaux en Asie principalement Mhm. pour le compte du secteur de l'industrie du luxe et de l'industrie en général. Donc, on a une vision particulière sur la manière dont les entreprises chinoises ou les usines ont réagi face à la crise. D'accord. Et dans le cadre de la crise sanitaire du Covid, est-ce que ton entreprise a été touchée et dans quelle mesure, si oui? Alors, nous, on a été, comme beaucoup d'entreprises, considérablement affectés par la crise, Mhm. parce que notre activité est liée en fait à l'industrie manufacturière. Donc, à partir du moment où l'industrie s'arrête, nos activités d'audit sociaux, nos activités d'inspection s'arrêtent également. Et donc, après, il y a eu une période suite, qu'on s'appelle de reprise où la chinoise commençait à reprendre progressivement son activité où en fait on sentait que ça allait repartir. Mais après la crise en Europe est arrivée et à nouveau a stoppé considérablement nos activités. D'accord. Donc, en ce sens, est-ce qu'on pourrait dire que la crise vous aurait touché deux fois, une fois en Chine et une fois aussi en Europe, pour vos activités? Donc, complètement. La crise nous a touché une première fois, mais de manière lente. Et puis après, quand la crise est arrivée sur l'Europe, ben, les donneurs d'ordre ont stoppé leur production. Mhm. Donc là, pour le coup, l'arrêté était très important. D'accord. Et de ton côté, Zhang Zheng, euh, est-ce que tu pourrais expliquer l'impact de la crise sur ton entreprise et sur tes activités? Oui, oui, bien sûr. Ben, le cabinet où je travaille a plusieurs filiales en US et en Chine. Et tout au début de cette crise qui a commencé en Chine, et comme les clients, nos clients principaux sont des entreprises des vendeurs particuliers, alors si ils ont arrêté leur activité, et alors enfin, il y a moins d'activités à arrêter, du coup, il y a moins de demandes de brevets. Et dans le premier temps, c'est la famille mère qui privilège d'alimenter les activités pour notre filiale chinoise. Et après, dans le deuxième partie, ben, comme l'Europe est touchée après par cette épidémie, et du coup, c'est plutôt la Chine où déjà elle a repris l'activité qui alimente l'activité en Europe. Voilà. D'accord. Donc, un impact réel. Et en termes de réaction pour les équipes, comment ont-elles réagi et quelle a été l'implication sur le travail? Est-ce que vous avez mis en place le télétravail? Est-ce que ça a été possible ou est-ce qu'il y a eu d'autres manières d'approcher cette période? En fait, chez nous, nous avons développé d'ores et déjà un outil même avant la crise Mhm. pour privilégier le télétravail. On a des outils, des logiciels dédiés pour ça, avec le réseau configuré. Il n'y a pas de problème. Et heureusement, un outil, on n'a pas rencontré gros problème pour après généraliser le télétravail pour tous les salariés. Mhm. Donc, ça a été possible dans, Ouais. dans, dans le cadre des activités. Et pour Responsabilitas, Cyril, euh, quelle était d'abord la réaction de tes équipes et comment vous avez mis en place la période je dirais de confinement? Cyril, tu es muté. On va essayer de faire en sorte que tu. On va essayer de te démuter en mute audio. Ah, Voilà, je suis reparti. mhm, Est-ce que merci.
Voilà, quelques bruits à l'étage. Alors oui, effectivement, nous, on a dû passer de manière on va dire, complètement online. Alors, on a des équipes qui sont dans différents endroits en Chine. Donc, on a quand même déjà cette habitude comment ça s'appelle, de travailler à distance à travers des outils de communication comme WeChat, qui est l'équivalent de WhatsApp. Mais ça a été encore plus important. La particularité qu'on avait, c'est que dans notre métier, on doit se déplacer pour aller dans les usines. Et du coup, ça posait des difficultés. Et donc, on a dû aller essayer de retrouver des nouveaux partenaires qui étaient plus proches des usines pour pouvoir en fait avoir des gens qui étaient à proximité de l'endroit où on devait faire pour éviter que les gens se déplacent d'une ville à une autre, entraînant un risque de contamination. Donc, on a dû essayer de se répartir les activités. Et on a aussi des personnes qui n'ont pas pu revenir en Chine pour travailler parce que elles étaient au moment de la crise à un endroit différent. Donc, voilà, elles se sont arrêtées à cet endroit. Donc en fait, vous avez privilégié votre réseau de distribution avec une répartition géographique de vos collaborateurs pour pouvoir en fait continuer vos activités. D'accord. Complètement. On a dû réinterroger notre réseau de prestataires pour pouvoir avoir des solutions à proximité des projets. Là où, en fait, on aurait pu initialement se déplacer depuis, par exemple, Shanghai ou depuis le sud. Donc, on a interrogé notre réseau de prestataires. Et dans le cadre de justement de ces activités, on va dire, de business continuity, est-ce qu'il y a eu des mesures de prévention qui ont été mises en place par l'entreprise ou qui ont dû être suivies par rapport à celles qui avaient été mises en place par la Chine, par exemple? Alors, côté chinois, pour que, par exemple, une entreprise puisse reprendre le travail, il faut remplir certaines conditions. Donc, il y a un processus d'autorisation qui est fait, dans lequel, je prends l'exemple d'une usine, le gouvernement local va vérifier que les gens ont éventuellement des masques, ont certains protocoles au niveau de la vérification de la température, et ont un système qui leur permet de gérer le personnel. Et uniquement à partir du moment où le gouvernement local a validé ce système, l'activité peut reprendre. Et donc, ce qui se fait en priorité, ça a été d'abord les industries liées aux masques, aux équipements médicaux, qui étaient les premières à devoir reprendre le travail. Avec la difficulté, c'est que parfois, les ouvriers en fait, étaient dans d'autres provinces et avaient des difficultés à revenir à l'usine parce que les gens se déplacent. Et puis en plus, c'était juste la crise a débuté pendant le Nouvel An chinois, justement. C'est-à-dire que la crise a débuté juste avant le Nouvel An chinois, mais les travailleurs migrants étaient déjà revenus dans leur province originelle. Pour comprendre la Chine, il faut savoir qu'il y a toute une zone d'usines exportatrices qui est située près des côtes, mais que les gens qui travaillent dans ces usines ne sont pas forcément des gens originaires de ces endroits-là. Ils viennent du centre de la Chine et se déplacent pour travailler un an, par exemple, et ils reviennent chaque année au niveau du Nouvel An chinois. Mais quand la crise se déclare, une bonne partie des gens sont déjà revenus dans leur originaire province. Et du coup, à partir du moment où ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas non plus revenir sur leur lieu de travail. Donc, les usines ont des recrutements assez importants pour pouvoir redémarrer leur activité. D'accord. Et est-ce que les challenges ont été similaires aussi de côté de Hipside où les problématiques étaient complètement différentes en ce qui concerne la prévention pour l'entreprise en Chine? En fait, à Ussel, dans les filiales chinoises, les collègues sont plutôt des habitants locaux. Il n'y a pas grand déplacement à faire, même pour la fête du Nouvel An chinois. Et non, on a vraiment rencontré ce problème de déplacement. Mais pour le confinement, oui, c'est toujours ne peut pas aller au bureau. Voilà. D'accord. Et par-delà l'entreprise, est-ce qu'il y a eu un impact aussi pour vous
au niveau personnel, au niveau de votre famille, est-ce que, notamment aux Zhangjiang, je crois que vous avez, enfin, tu devais rentrer en France. Est-ce que justement ce retour en France, est-ce qu'il y a eu des délais? Est-ce qu'il y a eu des surprises? Comment est-ce que tu pourrais me partager cette expérience? En effet, justement, j'ai réservé mon billet d'avion pour le 12 février originellement. Et après, avec Lufthansa, précisément, mais Lufthansa a suspendu ou annulé tous les vols venant de la Chine à ce moment-là. Et en fait, d'ailleurs, j'ai réservé le billet pour une raison impérative personnelle, parce que j'ai un rendez-vous annuel mais finalement, le rendez-vous après a été supprimé. D'accord. Ouais, à cause de Et ça. Ben, je veux quand même continuer sur mon trajet de retour, mais comme le vol a été supprimé, du coup, j'étais obligé de changer l'avion. Je reportais avec Air China jusqu'au 6 février et j'ai réservé le billet de train et le billet de train de 6 mois à Pékin. mhm. Et à Pékin, j'étais obligé de réserver une chambre d'hôtel, mais dans le premier hôtel où j'ai réservé la chambre, il y avait un cas confirmé. Du coup, l'établissement avait dû fermer ses portes. Et à ce moment-là, c'est à moi qui devrais réserver une autre chambre dans notre établissement. Ben, ça, pour moi, c'était vraiment une surprise, surtout juste avant le déplacement. Et il n'y avait pas beaucoup d'hôtels qui accueillaient encore les gens, les hébergeants. Ouais, effectivement, en fait, on a ouï dire par des reportages en France sur le retour assez chaotique. Mais carrément, ce sont des péripéties pour revenir. Et merci de me partager aussi ton expérience qui vraiment pour qu'on puisse se rendre compte un petit peu de l'impact que ça a pu avoir aussi au niveau personnel. Et Cyril, de ton côté, est-ce que c'est un impact? Puisqu'en fait, Shanghai est somme toute assez éloigné de Wuhan, sorry, et on a été très focalisé en Europe, en France, en Belgique, sur cette ville et sa région, mais est-ce que ça a eu aussi un impact sur la vie à Shanghai? Alors, effectivement, la zone qui a été le plus touchée, c'est la province du Hubei, dans le Wuhan est la capitale, parce que c'est là que s'est déclenché le foyer principal de l'épidémie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, juste avant la fermeture de Wuhan, il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont parties de Wuhan parce que justement, c'était les vacances chinoises. Donc, ces gens-là se sont déplacés à différents endroits de Chine. Et ça a malheureusement pu permettre de contaminer certaines zones géographiques, notamment des zones géographiques qui avaient des liens importants avec la ville de Wuhan. Donc, par exemple, il y a une ville un peu au nord de Wenzhou, qui est dans la province du Zhejiang, de Shanghai, pour essayer de vous situer rapidement, dans lequel donc, il y a eu beaucoup de cas qui se sont développés. Et donc, avec un risque de se développer encore plus. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la Chine a essayé de développer, de quadriller les provinces, les sous-provinces, pour essayer de définir des zones en fait, de risque élevés, moyens, légers et faibles. Mhm. Et d'adopter des mesures de management qui soient associées à ces niveaux de risque. Et donc, effectivement, la zone de Wuhan était complètement bloquée, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas sortir de Wuhan, les routes étaient bloquées, etc. Et c'est des zones également, comme par exemple près de Guangzhou, qui est potentiellement où l'épidémie se développe plus, où effectivement, les villes ont aussi eu des quarantaines plus importantes. Ce n'est pas possible de sortir, venir dans ces zones-là. Et après, sur des villes où il y avait moins de cas, et notamment la ville de Shanghai, c'est le cas, il y a également des mesures de quarantaine importantes où les gens restaient chez soi, évitaient d'aller au restaurant, passer, mais globalement, le risque était beaucoup moins faible, et donc les mesures étaient ajustées. Voilà, pour essayer de contrôler, il y a eu ces éléments-là, avec parfois des éléments aussi de technologie, pour dire, ben voilà, vous pouvez avoir sur votre app, vous pouvez savoir
quels sont les cas qui sont à proximité de chez vous, le nombre de cas dans la ville et ainsi de suite, pour avoir des informations pertinentes pour informer voilà, et gérer le. Donc en fait, pour bien un petit peu résumer le propos, il y a eu on va dire, des niveaux de confinement en fonction des régions et aussi immédiatement, assez rapidement, l'adoption de solutions numériques pour justement supporter ces options. Ok. Quelque chose sans doute sur lequel on est encore en train de discuter, notamment en France. D'accord. Est-ce que dans ces moments de, 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 de transition, de confinement, est-ce qu'il y a eu des nouvelles formes de travail qui se sont développées? J'ai entendu tout à l'heure que vous utilisiez déjà des outils de collaboration à la Chine, mais a-t-il eu d'autres solutions mises en place? Et quand est-ce que on va dire, que la reprise de l'activité a été pensée et préparée? Donc deux questions, et je vais d'abord la poser à Zhang Jung. Et alors, chez Ipside, dans les filiales chinoises, mes collègues ont déjà repris le bureau Mhm. il y a 3 semaines ou un mois. Et en fait, le mesure prise systématiquement en Chine, c'est la prise de température à l'entrée d'un bâtiment où se trouve le bureau, par exemple, même à l'entrée d'un parc public. Et après, c'est le port systématique des masques. Mm. Et à D'accord. part de ça, il y a aussi le QR code pour savoir si les personnes concernées sont allées récemment dans une zone à haut risque. Voilà. Donc, donc le QR code, c'est cette solution de tracking, de traçage, et on doit le présenter en fait pour entrer dans les différents bâtiments, que ce soit des bâtiments d'ailleurs d'entreprise ou même des bâtiments publics, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Cyril, ton expérience pour le retour au travail, pour les méthodes justement, pour les stratégies qui ont été adoptées sur la préparation à la reprise, est-ce qu'il y a eu une réflexion au niveau de responsabilitas pour justement le préparer, et quels sont les apprentissages que tu pourrais justement partager avec notre communauté qui est, je dirais, à 95% basée en France? Alors, voilà, de notre côté, alors nous, c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a une activité qui est liée à l'audit social et environnemental, mais on a aussi une expertise sur la partie qualité. Donc, effectivement, quand la crise arrive, notre activité s'arrête parce qu'on ne peut pas réaliser ce type d'audit quand les usines ne fonctionnent pas. Par contre, comme on a l'expertise qualité, on s'est dit de quelle manière on pouvait, je pense que les entreprises peuvent collectivement essayer de trouver des réponses à la crise. Donc, comment nous, on pouvait contribuer à ces réponses-là. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on a essayé de faire, c'est de développer une expertise, notamment par exemple sur la qualité, pour essayer de pouvoir aider des entreprises qui exportent des solutions sur essayer de trouver des bons fournisseurs. Voilà, on s'est dit comment développer une activité puisse contribuer à cette reprise du travail. Aussi qui est assez intéressant, pour rebondir sur ce que disait Jean-Louis, c'est qu'effectivement en Chine, on a les géants de la technologie chinois qui ont coopéré avec les pouvoirs publics pour développer des solutions qu'on s'appelle de suivi. Il y a un exemple intéressant qui est, par exemple, la formation en ligne pour les étudiants ou pour les jeunes étudiants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les enfants doivent rester à la maison et il y a des solutions qui se développent pour proposer aux enfants une alternative pour pouvoir apprendre depuis chez eux. Mais alors c'est assez drôle parce qu'en fait, enfin c'est pas très drôle, mais du coup ils contrôlent, si vous voulez, le fait que les gens suivent les cours. Et donc c'est des applications comme ça. Et donc ça c'est très mal vécu par les étudiants qui est assez content d'avoir des vacances.
qui voyaient assez mal que ces apps, au final, contrôlent leur présence. Donc, il y a eu des éléments sur les médias sociaux assez amusants là-dessus. D'accord. Donc, en fait, est-ce que ça voudrait dire que la plupart des solutions qui ont été mises en œuvre n'existaient pas avant la crise, ou est-ce qu'elles ont été améliorées justement pour répondre, pour répondre aux besoins? Euh, il y a énormément d'innovations qui sont liées, qui ont été accélérées à travers la crise ou qui ont été nées pour répondre à un besoin par rapport à la crise. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu la technologie et l'innovation ont développé de nombreux outils pour pouvoir, par exemple, sur la traçabilité des personnes, sur les éléments de paiement, par exemple, sans contact. Mhm. Aujourd'hui, si vous voulez passer une commande, vous pouvez choisir le fait, pendant la crise, ils ne vont pas vous apporter la commande chez vous, ils vont la stocker en bas de votre porte, juste à côté, et vous allez pouvoir vous-même aller chercher votre colis. Donc, des solutions qui permettent d'éviter les contacts. Donc, on a vu de nombreuses innovations liées à la crise, qui sont développées dans ce sens-là et qui n'existaient pas auparavant. D'accord. Et ce sont en fait des retours importants que l'on peut partager ici, puisqu'en fait, on dirait qu'avec un petit décalage de 1 à 2 mois, que ce soit en France, en Belgique, hein, où je suis basé, en fait, on est en train de passer par les mêmes étapes. Puisqu'aujourd'hui a été annoncé qu'à partir du 11 mai, les paiements sans contact vont passer jusqu'à 50 € par exemple en France. C'est déjà le cas depuis la semaine dernière en Belgique pour les paiements sans carte, mais aussi développement comme vous le dites tous les deux sur justement la livraison de marchandises avec des distanciations sociales qui sont de mise. D'accord. Est-ce que pour le retour, je dirais, à la vie normale après le confinement, est-ce que le travail a changé, va changer ou va devoir s'adapter? Est-ce qu'il y a eu une période de crise sanitaire? On en est sorti. Est-ce que vous allez travailler comme auparavant ou est-ce que vous voyez des changements drastiques dans l'environnement de travail de vos entreprises respectives? Et on va peut-être commencer par Zhang Jung. Et oui, il y a vraiment un changement d'habitude de travail. Par exemple, pour nous, pour connaître les inventions de nos clients, on doit, par exemple, rendre visite à leurs locaux pour voir les machines, les dispositifs. Et maintenant, c'est plus le cas. On doit faire visioconférence comme on fait maintenant. Et, et après, on privilégie des applications avec smartphone hein, pour échanger ou les mails ou bien les échanges téléphoniques. Les rencontres physiques, enfin, il y a presque plus. Est-ce qu'il y a presque plus, est-ce que ça sera encore envisagé ou envisageable pour la Chine? Est-ce qu'il y a déjà des discussions qui sont déjà qui sont discutées sur les réseaux? Dans notre secteur, pour nous et même pour le client, je pense que c'est un choix optimal de ne pas faire les rencontres physiques. D'accord. Mm. Et de ton côté, Cyril, est-ce que le même ressenti, les mêmes approches sont aussi prises par responsabilité et dans les entreprises que tu connais à Shanghai? Alors, je pense effectivement que les gens ont appris à travailler à distance et ça va avoir une influence sur la manière dont les entreprises continueront à travailler par la suite. C'est-à-dire qu'il y a eu l'utilisation de nouveaux outils que les gens n'avaient pas forcément utilisés. Donc, il y a une accélération de la digitalisation dans les entreprises. Et ça aura des conséquences effectivement sur la manière dont les gens par la suite. Juste pour savoir, en fait, est-ce que le télétravail était déjà mis en place avant la crise du Covid-19? Enfin, c'était l'exception ou c'était déjà bien intégré? Il y avait des plateformes, il y avait des startups éventuellement chinoises qui avaient des solutions un peu de télétravail où on pouvait, tout ce qui est Didi, les taxis, etc. Il y a quand même pas mal d'applications qui sont là-dessus.
mais la norme du travail restait quand même la réunion au bureau. Il faut aller voir son fournisseur pour discuter avec lui de certains éléments. Et là, effectivement, l'expérience de la crise fait qu'on peut envisager d'autres manières de travailler. On s'est aperçu que les gens pouvaient travailler de manière efficace en étant à la maison. Donc, il va certainement y avoir au niveau des entreprises des négociations qui permettent à certaines personnes d'avoir une flexibilité qu'ils n'auraient pas pu avoir auparavant. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la reprise de la crise, il y avait également, juste après la crise, il y avait des éléments comme cela, parce que certains employés avaient peur de prendre le métro, de prendre les transports, de peur d'être contaminés. Donc, les entreprises ont dû, avec la souplesse, leur proposer un retour au travail. Parce que certaines personnes voulaient revenir plus progressivement et donc ont pu travailler à la maison pendant une période avant que la situation soit plus calme. Donc, il y a vraiment un avant et après sur ces éléments-là. Donc, de ton expérience, enfin, de ton expérience et de ce que tu nous partages maintenant, en fait, effectivement, le monde du travail est en train de changer et plutôt de manière durable. J'ai un autre exemple. Je visitais une usine de production, enfin un siège de l'usine de production hier, et en fait, le siège était à Suzhou, donc une ville à proximité de Shanghai. Et si vous voulez, la personne vous dit tout de suite, on ne va pas aller visiter l'usine, venez dans le headquarter et vous voyez en fait une zone de headquarters qui a une vision en 3D de son usine, qui a des éléments de pilotage. Vous n'avez plus besoin de vous déplacer au centre de la Chine, vous avez tous les éléments visuels pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et donc ça, c'est des choses qui étaient technologiquement possibles auparavant, mais qui n'étaient pas encore dans les usages. Et donc, vous n'avez pas à vous déplacer 4 heures, 5 heures de route pour aller voir l'usine. Vous la voyez à distance. Ça, c'est des éléments qui vont rester, je pense. Donc vraiment un exemple d'accélération justement de mise en œuvre de la technologie pour répondre à cette situation. Zhang, peut-être aussi d'autres perspectives sur le retour au travail et comment le personnel a été accompagné. On a déjà parlé des QR, des prises de température. Est-ce que finalement, les habitudes de travail vont perdurer telles qu'elles ont été prises pendant la crise du coronavirus? Et d'abord, c'est le port de masque, comme j'avais dit déjà tout à l'heure. Et aussi, l'entreprise prévoit ou déjà commande les masques pour leurs salariés. Ça, c'est d'abord, si on peut encore commander, s'il y a encore des stocks à livrer. Et après, parce que moi, je suis à Bordeaux, j'ai entendu parler par mes collègues en Chine. Ils ont changé d'habitude, par exemple, pour la pause midi. Avant, ils sortent plutôt pour déjeuner et maintenant, ils préfèrent ramener les plats. Effectivement. Et, oui, et après, pour la réunion, ils ne réservent plus la salle de réunion du bâtiment. Et ils préfèrent faire la réunion dans les conditions un peu limitées. Voilà. En vidéo ou en conférence. Très bien. Avant qu'on passe aux questions, est-ce que vous aurez peut-être d'autres perspectives à nous partager, Cyril? Est-ce qu'il y aura un autre sujet que tu voudrais aborder avant qu'on passe aux questions de nos éditeurs? Ce qu'on a vu en Chine, c'est j'allais dire un dynamisme des entrepreneurs chinois, parfois en coopération avec le gouvernement, pour essayer de trouver des solutions. C'est-à-dire qu'on a vu quand même beaucoup de personnes qui, momentanément, ont arrêté leur activité pour essayer de trouver des solutions sur la crise. Par exemple, je pense à une personne qui avait une activité, une start-up de blockchain, qui du coup se met sur la production d'équipements. Donc les gens vont, dans une période, j'allais dire, relativement courte, se focaliser sur comment apporter des solutions à la crise, avec parfois une rapidité assez importante. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant voilà, pour la France et comment
les personnes peuvent interroger leur activité, dans quelle mesure elles sont capables d'aider à développer des solutions sur cette crise. D'accord. Et Zhang Jung, de ton côté, est-ce qu'il y a une autre perspective que tu voudrais nous amener avant qu'on prenne les questions? Si maintenant les entreprises qui hésitent encore le télétravail et maintenant c'est le moment de prendre la décision de généraliser cette forme de travail. En fait, moi, personnellement, je n'aurais pas l'habitude de travailler depuis chez moi. Et après, depuis février, enfin, ça fait quasiment 3 mois que, enfin, on n'est pas moins productive qu'au bureau. Ça, je peux confirmer. Et c'est aussi quelque chose d'important puisque Oui, l'adoption du télétravail n'était pas la même dans toutes les industries et dans tous les pays. oui, c'est vrai. Et on voit aussi en France un nouveau regard qui est porté sur le télétravail, mais aussi sur l'impréparation au télétravail, puisqu'en fait, ça a été à marche forcée dans certains cas. Et on a vu la vente de matériel informatique s'accélérer fin mars, début avril. Très bien. En tout cas, messieurs, merci beaucoup pour vos éclairages. Je propose qu'on passe maintenant aux questions de nos éditeurs. On va peut-être regarder si vous voulez vous manifester dans le chat. Comme ça, on va prendre les questions au fur et à mesure pour la vingtaine de minutes qui nous restent. Très bien. Écoute, Alicia, peut-être ce qu'on pourrait faire, je pense que tout le monde est très discipliné ici. On va peut-être ouvrir tous les micros et comme ça, on va prendre. Je vais. Effectivement, tous les micros sont ouverts et on va essayer on va essayer de faire passer le plus de monde possible. Alors, si vous avez voilà, merci beaucoup. Écoutez, je vais les prendre un petit peu à rebours. Et donc, je vois qu'on a Charles Bouchard. Bonjour. Je vois qu'il y a une question sur les pouvoirs publics. Donc, le micro est ouvert. Charles, je te laisse la poser si tu veux. Oui, bonjour. Oui, je me demandais comment je connais pas le milieu économique chinois. Moi, je travaille en France en recherche et développement. Je voulais savoir comment les pouvoirs publics en Chine soutiennent l'activité économique par rapport aux pertes de chiffre d'affaires de diverses activités et au chômage forcé aussi. Donc en France, en Europe, il y a des mesures de chômage partiel, des aides financières sont débloquées aussi pour soutenir un certain nombre d'activités. Comment est-ce que ça se passe en Chine? Alors, qui veut prendre la question sur les activités de support? Comment la Chine a supporté ces entreprises? Peut-être Cyril, est-ce que tu as une vue sur ce point? Sur la ville de Shanghai, parce que c'est des choses qui ont décliné de manière différente suivant les villes. Il y a déjà une première loi qui a empêché les entreprises de licencier leurs employés pendant la période. Dès que les entreprises se séparent de leurs employés dans la période de la crise. Il y a ensuite des incitations qui ont été données au niveau, par exemple, des taxes et des loyers pour permettre à certaines entreprises d'avoir un loyer moins important à payer, moins de charges. Et après, il y a un système d'aide, je crois, qui est mis en place également pour certaines entreprises chinoises pour les aider sur la période. Donc, il y a tout un système qui a été mis en place pour essayer d'accompagner les entreprises. D'accord, très bien. Merci Cyril. Je vais reprendre je vais remonter en fait le fil des questions pour un petit peu les reprendre dans l'ordre d'arrivée s'ils n'ont pas encore été abordés. Donc Pascal Barbizon, tu as une question sur la perception personnelle. Si tu veux bien la prendre, nous la poser. Ah, bon alors Pascal
n'est pas un outil, donc je vais peut-être la poser. Donc Cyril et Zhang-Jun, on a cette question sur quel est, de votre point de vue, les conséquences de la crise en termes en nombre de décès dans la région de Wuhan et dans la Chine entière. Alors, c'est une question très intéressante, notamment il y a pas mal de polémiques en ce moment. Donc, qu'est-ce que vous pouvez partager de votre point de vue? De mon point de vue, la situation de la Chine sur la province du Hubei, dans laquelle est Wuhan, et la situation hors de la province du Hubei est une situation complètement différente. C'est-à-dire que la crise a été principalement dans cette zone-là et quelque part c'est contrôlé à l'extérieur. Donc ça c'est un premier élément assez différenciant sur cette structure-là. Voilà, si la Chine a bloqué une ville de 10 millions d'habitants, c'est que voilà, la situation est. Alors, je pense qu'on est tous. Voilà. Merci Alicia. Cyril, tu as été juste coupé sur ta dernière phrase, je pense. Voilà. Donc, on ferait la différence entre la province du Hubei et la province à l'extérieur de Hubei. C'est-à-dire sur les sites des villes comme Shanghai, par exemple, la situation a été relativement légère. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on a vu en Chine, c'est des groupes de médecins qui se déplaçaient de villes comme Shanghai ou d'autres villes pour aller supporter les villes de Wuhan, supporter les médecins locaux lors de la gestion de l'épidémie. D'accord, merci beaucoup Cyril. Alors, je viens juste de mettre en mute. Pardon. Vas-y. J'ai un petit commentaire sur cette question. Moi, je ne veux pas m'impliquer dans ce débat de médias, sur les chiffres, etc. Mais je veux apporter mon propre constat. Sanitaire, voilà. Et personnellement, en Chine, je connais aucune personne qui est touchée, pas économiquement, par cette épidémie. Même mes alentours, mes Excuse-moi, je t'ai coupé. Je connais réellement personne qui est touché par cette épidémie. Du coup, moi, au niveau de nombre, du coup, je connais aucun décès à cause de ça. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vais passer la main pour la prochaine question à J. Millery. Excuse-moi, je ne connais pas ton prénom. Jacques, merci. Donc, si tu veux poser tes questions, il est encore temps. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir en fait si il y avait encore d'autres foyers que celui de Wuhan qui étaient surveillés comme le lait sur le feu en Chine. Début avril, en fait, Reuters et Bloomberg en fait ont fait état de nouveaux cas qui étaient réapparus dans la province du Henan et qui ont donné lieu notamment au blocage du comté de Jia, donc un comté qui fait environ 600 000 habitants. C'était le cas début avril. Je voulais savoir si c'est encore en cours et s'il y a d'autres comtés aussi qui ont fait l'objet de nouvelles mesures de confinement suite à la réapparition de nouveaux cas. Qui veut prendre cette question? Je suis bien incapable de répondre. Et si on dit qu'il y a... Excuse-moi. S'il n'y a plus de foyers en Chine, et alors les nouveaux cas sont plutôt les cas on dit importés, qui même s'il y a maintenant beaucoup moins de vols de transport entre les pays, mais il y a encore des gens qui voyagent en traversant la frontière. Et voilà, la plupart des cas sont des cas, voilà, des cas des voyageurs comme ça. Ok, merci Zhang Wang. Je vais essayer de donner la parole à
Jean-Luc. Jean-Luc, est-ce qu'on peut te unmuter ou Jean-Luc, on va comment voir. Jean-Luc et Kamguilhem. tu l'écris comment? Non, sorry, c'est Jean-Luc Schwab, juste en haut. J'essaye de l'activer, mais Et voilà, je crois qu'il est unmuté. Je ne pouvais pas réactiver moi-même le micro et la vidéo parce que c'est l'animatrice qui m'avait mis en sourdine et m'avait coupé la vidéo. Donc, je ne peux rien faire. Elle m'a réactivé le micro, c'est très bien, et je reste obscur, c'est pas grave. C'est pas grave, Jean-Luc, on t'entend. On m'entend. Voilà, ma question est écrite de toute façon. C'est assez Tu as l'occasion de la poser parce qu'en fait, tout le monde ne la voit pas. Oui, il y a déjà eu une réponse partielle, au moins partielle, à cette question. C'était sur la persistance des habitudes qui ont été prises pendant le confinement, puisque la Chine est en avance sur nous. Elle a déjà un début d'expérience de déconfinement, comme Wang l'a dit tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans la persistance des comportements après, dans la vie d'après, hein? Je pense notamment à la pollution atmosphérique due aux voitures. Est-ce que ça va s'arranger un petit peu et est-ce qu'on peut en déduire des choses par rapport à chez nous? Alors, est-ce que vous auriez des éléments de réponse de votre côté, Cyril et Zhang Zheng? Moi, je vais citer une phrase de Monsieur le Premier ministre disant que la vie après le 11 mai n'est plus notre vie avant. Je pense que déjà, en Chine, c'est déjà la vie après. Ça veut dire que pour une durée indéterminée, le port de masque voilà, sera préférentiel. Je suis d'accord, hein. Vous sortez de la rue, vous prenez le masque de manière systématique, vous arrivez au bureau, vous l'enlevez, etc. Mais tout le monde ici porte un masque. Et ça peut durer, ça va, je pense, durer dans les prochains mois de la même manière. Donc ça, c'est un élément important. Après, quand vous allez dans une autre ville, vous avez toujours votre QR code et donc vous devez vous enregistrer dans l'endroit où vous allez, qui en fait regarde si vous serez allé dans un peu des zones à risque auparavant. Donc ça, c'est un élément qui va revenir quand vous déplacez. On va vous demander, vous allez faire une déclaration sur où c'est que vous habitez, dans quel hôtel, vous allez voir quelle entité, vous avez de la fièvre, des symptômes, donc vous allez devoir faire beaucoup de déclarations. Et après, vous allez, alors en Chine, c'est particulier parce que les gens sont enregistrés, mais par exemple, aujourd'hui, moi j'ai reçu un appel et en fait, c'est une personne qui voulait vérifier que, voilà, que ma compagne habitait bien à tel endroit parce qu'elle avait un repos, une sorte de passeport qui est extérieur à la ville. Donc les gens vont essayer, quand vous allez dans l'endroit, c'est d'enregistrer votre numéro de téléphone pour si jamais il y a une épidémie, il y a un problème qui est déclaré, retrouver très rapidement les personnes qui étaient au même endroit à la même heure pour voir la traçabilité. Donc, ces éléments de traçabilité, à mon avis, vont rester à l'avenir. Effectivement. Et une question qu'on pourrait aussi se poser, c'est est-ce que ce que la population chinoise accepte, est-ce que c'est portable aussi en Europe? Je pense qu'on peut lancer le débat, mais on sera bien incapable d'y répondre maintenant. Torres, tu es unmuted. Si tu veux poser tes questions, Voilà. c'est à toi. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Moi, je voulais savoir s'il y avait vraiment une réelle liberté des échanges à propos de la crise dans le pays. Et par exemple, si les médecins communiquent pour les conseils que l'on donne, par exemple à la télévision, est-ce ils réagissent de la même façon qu'en France? Est-ce qu'il y a une totale liberté? Alors, je ne sais pas si tout le monde a bien compris la question. Toi, est-ce que tu peux juste reformuler? Je crois qu'on a eu un petit peu de friture, du moins de mon côté. Voilà, c'était simplement sur la liberté des échanges à propos de la crise sanitaire avec le grand public. Est-ce que le grand public chinois est vraiment
comment dirais-je, informés de ce qui se passe réellement sur le pays. On pourrait peut-être sans doute aussi se poser la même question pour les pays européens, mais Absolument, est-ce que absolument. Sang-Jun et Cyril ont une perspective, du moins par leur expérience sur le terrain? Bah, ils écoutent bien la télé en Chine. Ah oui, justement, je vais leur poser la question. Nous, ce qu'on avait, ce qu'il y avait pendant la période de la crise et qu'on regardait à ce moment-là, c'est qu'il y avait une app qui venait vous donner le nombre de personnes qui étaient contaminées par district, par ville, hein, et vous donner géographiquement la localisation des personnes, donc de ce qui était déclaré au niveau de la ville. Donc vous avez des informations sur les cas qui étaient présents, et donc si vous aviez un cas qui était à tel endroit, vous disiez est-ce que je vais y aller, est-ce que je ne vais pas y aller. Il y a peut-être un risque de contamination. Donc, on évitait certaines zones liées à ça. Où on suivait avec un peu inquiétude le fait de dire, voilà, il y a un cas qui a été déclenché à proximité de mon bureau. Est-ce que c'est gênant ou pas? Enfin, voilà comment moi, en tout cas, on regardait ces éléments. Effectivement, donc ça c'est très factuel. Au moins, il y a un certain niveau d'information qui a été donné. Après, est-ce que les mêmes méthodes pourraient être utilisées par chez nous? Ça serait aussi intéressant. On a encore le temps pour une ou deux questions, je dirais. J'ai tu es unmuté si tu veux poser ta question, notamment sur la fabrication. Le champ est libre. Vous avez ouvert mon micro? Oui. Ah, tout à fait, Bernard. Oui, On bonjour, t'entend. bonjour à tous Bonjour. et bravo pour cette organisation. Écoutez, ma question concerne en effet le niveau de production aujourd'hui au niveau de la fabrication d'équipements et de biens électroniques. Par exemple, où en est Foxconn, qui est un géant, où en est leur production, où en sont aussi leurs ventes, puisqu'il leur faut aussi une demande pour produire. Alors, Foxconn, Zhongjun et Cyril, est-ce que vous savez où c'est de mémoire? Je dirais que c'est dans la ville de C'est probablement un Chongqing, non? sous-traitant, de fabrication, un sous-traitant, par exemple, pour les smartphones, les ordinateurs. Voilà, c'est un fournisseur d'Apple. Oui. Mm. Et la particularité d'être une très grosse entreprise, très grosse usine. Alors, ils ont plusieurs sites en Chine, mais par exemple, ils ont un gros site du côté de Dongguan, où c'est une ville, hein, il y a 150 000 personnes. C'est des très gros fournisseurs. Donc, voilà, qu'ils sont surpris par la crise, si la vente de téléphone est moins importante. Alors, puisque c'est cet exemple qui est noté, il faut savoir que juste après la crise, ils sont aussi engagés dans la production de masques avec des lignes de production importantes. Voilà. Donc après, ils ont certainement une activité, je suppose, qui a diminué, mais je n'ai pas d'informations directes par cette entreprise. Effectivement, donc on peut le supposer, et sans doute qu'ils ont un petit peu moins d'impact pour leurs fournisseurs comparé à d'autres industries en Europe, où à un moment donné va se poser la question de l'approvisionnement des pièces qui peuvent venir justement souvent de Chine. Mais effectivement, après, pour leur réseau de distribution, est-ce que ça va avoir un impact sur cette industrie? La question est sans nul doute oui, mais à voir. Est-ce qu'on aurait une dernière question avant de clôturer? Si quelqu'un veut se manifester dans le chat, on peut prendre une dernière question juste maintenant. Est-ce que Alain monte son doigt? Heureusement, Alain est en plein milieu j'essaie de t'unmuter, Alain. Je n'y arrive pas. On va voir comment on va faire. Et c'est bon, tu peux y aller. Bonjour, Alain. Oui, ma question, c'est en fait, est-ce qu'il y a une réflexion sur le monde d'après en Chine, alors sur la société civile, sur l'écologie, peut-être la souveraineté, et puis d'autre part, dans le business, en fait, sur l'impact que peut avoir la mondialisation ou la démondialisation à venir auprès des entreprises qui exportent, risque que on soit plus dans un
une économie plus locale qu'elle n'est aujourd'hui. Petit sourire de Cyril. Moi, alors, je ne sais pas quel est le niveau sur ces questionnements. Moi, l'analyse que je fais, c'est que effectivement, il y a un impact économique important en Chine, évidemment de la crise. Et aujourd'hui, il va y avoir certainement des montants qui vont être investis pour pallier à la crise et faire redémarrer l'activité. Et certainement un élément sur accélération de la digitalisation technologique pour essayer voilà, c'est la compréhension que j'en ai. Mais sur les autres sujets, je ne sais pas. Et effectivement, on gardera que par-delà la crise et l'impact que cela a, notamment sanitaire et financier, voire économique, elle agit aussi en tant que catalyseur. Il y avait des solutions numériques qui n'étaient pas tout à fait encore déployées ou exploitées et qui le deviennent maintenant. Les modes de travail, comme on l'a vu, vont changer et par-delà la Chine, même en fait un petit peu partout dans le monde. Donc effectivement, des perspectives très intéressantes que nous avons couvertes aujourd'hui. Je pense qu'on arrive au terme de notre entretien. Il est quasiment à 14 heures ici en Europe, 20 heures j'imagine pour toi Cyril en Chine. Donc je vous encourage à rester en contact par les réseaux sociaux ainsi que sur le site des associations des écoles centrales. Et je remercie encore une fois Zhang Jung et Cyril Champagne pour avoir passé une heure avec nous, pour nous avoir donné un peu plus de perspective et de réflexion sur la crise du Covid vue sur le terrain en Chine. Et dans le cadre d'Alumni Solidaire, les associations des écoles centrales vous proposent aussi d'autres vous font part aussi de leurs activités. Alors, nous vous proposons de nous aider à maintenir le lien avec toute la communauté en nous aidant à étoffer communication. Donc, si tu es expert, si tu es coach, si tu veux mettre tes compétences à disposition des entreprises, si tu as envie d'animer une réflexion sur les enseignements de la crise ou autre, contacte-nous. Vous avez toute l'équipe de nos permanents ici et tu peux contribuer par l'intermédiaire de ton association des Centraliens à garder ce lien. Écoutez, je vous remercie tous, encore à tous et à toutes, et je vous souhaite de passer une bonne après-midi, et à toi Cyril de passer une très bonne soirée. À une prochaine fois. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.